Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bon, bienvenue à ce nouveau webinaire Quincy organisé avec notre partenaire spécialiste de la data, EasyDay, sur un sujet qui est plébiscité par bon nombre d'entre vous, qui est Power BI. On avait déjà fait un webinaire sur ce sujet il y a quelques temps, plutôt axé EPM. Ça avait très bien fonctionné, donc c'est reparti de nouveau. Alors moi, je suis Frédéric Léger, le dirigeant de Quincy, un financier de formation et également de métier, puisque j'ai été expert comptable et commissaire aux comptes et associé et dirigeant d'un grand cabinet pendant plusieurs années. Et j'accueille aujourd'hui Lucas, que je vais laisser se présenter dans quelques instants. Lucas qui est donc le spécialiste vraiment de la data, de tous les outils de BI, pas que de Power BI, un environnement complexe. Voilà, alors le principe du webinar, donc il y a une présentation, il y aura une démonstration, ça dure 1 heure. Vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure dans le chat, et moi je les relayerai à Lucas si la question n'est pas piège. Non, je plaisante bien sûr. Et puis un replay sera disponible à l'issue de la session. Juste avant de démarrer, un petit mot sur Quincy pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc Quincy, c'est un spécialiste de la finance et de la comptabilité dans les métiers du management de transition et du renfort opérationnel. Voilà, on propose des solutions d'expertise à la demande aux entreprises dans le cadre d'un remplacement, d'un projet ou en attendant un recrutement. Donc plutôt à destination de belles ETI et grands groupes. Voilà, je laisse maintenant Lucas se présenter et démarrer le webinaire. Bonne session. Ça marche. Merci pour l'introduction, Frédéric. Donc, pour me présenter, Lucas Villain, donc je suis partenaire de EasyDay. EasyDay, on est une boîte donc spécialisée en data. Donc, on a fait un partenariat avec Quincy justement pour avoir cette double compétence. Quincy, la partie métier, finance, et nous, la partie data. Et on accompagne nos clients sur la structuration de leur projet BI, sur tout le spectre. Et donc moi, à titre perso, donc j'ai eu l'occasion de travailler sur les projets data de grosses boîtes comme Pernod, Hermès ou AXA. Et encore avant, dans notre vie, j'étais à l'inspection générale de BPCE. Voilà, pour une petite présentation. Je ne sais pas si tu voulais attendre un peu encore, Frédéric, ou si on pouvait directement... On va démarrer, ça va faire venir les autres participants. On a Ok, ça 45 marche. participants pour l'instant et tout le monde nous dit bonjour. Voilà. Ok, super. Donc tout le monde voit mon écran, c'est tout bon? Tu vois bien? Normalement, oui. Ok. Écoutez, très bien. Donc pour ce webinaire, donc automatiser vos reporting financiers avec Power BI. Donc pourquoi ce webinaire et pour qui? Donc nous, on a pu le voir dans nos discussions avec nos clients. Les problématiques qui reviennent le plus souvent sont les deux mêmes. Donc ça va être les tâches répétitives sur les reporting, pour les reporting financiers. Beaucoup de tâches manuelles qui vont devoir être refaites donc sur la production de chiffres, donc qui vont prendre beaucoup de temps. Et aussi la problématique des fiabilités des données, parce que voilà, vous présentez vos reporting financiers à vos dirigeants, donc vous mettez aussi un peu la confiance qu'ils ont en eux en jeu, et donc la confiance en vos données. Et donc ça, c'est souvent une problématique qu'on va voir comment on peut faire justement en automatisant ces reporting. Et donc pour les curieux aussi, pour voir un peu comment fonctionne Power BI et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc n'hésitez pas si dans le chat vous avez d'autres problématiques qu'on pourrait adresser. Je pourrais adapter un peu en fonction de vos retours. Frédéric, tu pourras me dire s'il y a des personnes qui mettent des choses en plus. Donc pour aller un peu plus en profondeur sur ce qu'on fait chez EasyDay, donc comme je le disais, nous on est un spécialiste de la data et on va vraiment accompagner tous nos clients sur vraiment tout le spectre, tout le cycle de vie de la data. On va pas juste faire des dashboards sur Power BI, on en reviendra après pourquoi. On va vraiment aller sur tout le spectre, donc vraiment par exemple sur la structuration des data warehouse et pour nos clients qui vont être peut-être moins matures sur vraiment la définition de leur stratégie data, vraiment le point zéro. Et à l'inverse, dans le spectre des gens qui vont être plus matures, on va pouvoir aussi intervenir sur des missions plus d'IA et d'intelligence artificielle. Et enfin, pour finir cette petite introduction, donc pour ceux qui resteront à la fin, on a un petit cadeau pour vous. Comme disait Frédéric, on va diviser le webinaire en deux parties. Donc une présentation un peu, une présentation pour dire qu'il n'y a pas que Power BI. On va vous montrer vraiment l'envers du décor.
et à la fin une présentation, une démonstration de Power BI. Donc on vous a fait un dashboard très financier avec des fonctionnalités plus ou moins avancées. Donc le but c'est que moi je vous le présente à la fin et pour ceux qui restent, voilà, vous aurez une vidéo de encore moi. Vous reverrez encore peut-être pendant plus de 2 heures, la formation dure 2 heures, pour vraiment le faire de A à Z. On va repartir de zéro, page blanche, et on va revenir sur moi ce que je vais vous présenter à la fin. Donc comme ça, quand je vous le présenterai, vous ne serez pas obligé d'essayer de prendre des notes. Vous aurez tout à la fin tranquillement. Vous pourrez faire ça chez vous à votre rythme. Et donc le webinaire va durer 1 heure. N'hésitez pas à poser des questions, Frédéric pourra m'interrompre. Parfait. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, comment se débarrasser des tâches répétitives, hein. On est là justement pour voir ça. Pourquoi automatiser ces reporting sur Power BI peut nous intéresser. Aujourd'hui, on va vraiment s'adresser. Donc, je sais qu'il y a des DAF, et il y a aussi des personnes qui vont être sur des cabinets de conseil. Le but, c'est de comprendre comment on peut justement supprimer ces tâches à faible valeur ajoutée, tâches répétitives. On sait que chez nos clients, les directions financières, il y a beaucoup de gens qui vont passer du temps sur la production des chiffres. Donc ça prend du temps, parfois plus de 80% de leur temps, alors que justement le temps, c'est pas une ressource infinie, hein. Les équipes vont avoir une course contre la montre constante, il faut toujours délivrer plus rapidement, il faut toujours être le plus rapide possible. Et ça, c'est un peu dommage parce que les profils qui sont dans ces équipes-là, ils ont quand même une expertise métier qui est forte. Et finalement, leur temps d'analyse qu'ils pourraient mettre à profit est phagocyté justement par ces tâches de production, ces tâches répétitives. Et surtout qu'on arrive dans des environnements qui sont de plus en plus complexes, on a de plus en plus de sources de données, de plus en plus de logiciels qui ajoutent un peu de la complexité à tout ça. Et donc voilà, quand on parle de Power BI, souvent on parle d'Excel, donc votre meilleur ami, votre pire ennemi. On n'est pas là pour taper sur Excel, hein, je vous rassure. Excel, c'est très bien, ça restera quand même un outil qui est utilisé dans toutes les entreprises. On n'est pas là pour dire qu'il faut s'en débarrasser. C'est justement l'outil qui est, comme disait Nicolas, le meilleur outil pour faire le dernier kilomètre, on va dire, les petites analyses à faire dans son coin. Mais par contre, quand on arrive sur du reporting financier, là, on arrive aux limites d'Excel, hein. Excel, vous le savez très bien comme moi, je pense que tout le monde l'a utilisé. Il a ses problématiques, notamment le fait qu'on ne peut pas contrôler ce qui a été fait à la donnée. Vous pouvez ouvrir un Excel, faire une mauvaise manip, et puis avoir une mauvaise manip, vous supprimez des cellules, et finalement, vous perdez de la donnée, vous ne pouvez pas avoir cette traçabilité. Vous ne pouvez pas savoir ce qui a été fait à vos données. Donc peu de contrôle. Et donc toutes ces problématiques-là vont aussi amener, on va avoir des Excel qui vont pas être homogènes. Pareil, hein, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vu. Par exemple, le Excel version 42-VF. Donc ça, c'est des choses, les Excel sont vachement partagés. On est vraiment sur des choses qui sont pas du tout traçables, pas du tout sécurisées. Et donc pour toutes ces raisons-là, Excel va pas être l'outil qui va devoir être utilisé pour les reporting financiers. Et c'est comme ça qu'on en arrive justement à Power BI. Donc encore une fois, on ajouterait même, Lucas, un sujet, c'est qu'un Excel, en fait, il est aussi construit souvent par quelqu'un qui a une logique quand on va un petit peu loin, et cette logique, elle est difficile à appréhender pour d'autres utilisateurs du même fichier. Donc cette transmission qui n'est pas facile à organiser dans l'entreprise. Tout à fait. C'est bon, quoi. Finalement, on revient sur la traçabilité. On ne sait pas en fait ce qui a été fait. C'est très difficile de revenir au point zéro. Oui. C'est-à-dire, on ne sait pas comment tout a été fait. Il y a eu des échanges. Et effectivement, ce manque de traçabilité, il peut être problématique, notamment dans des situations d'audit, parce qu'on arrive sur des Excel. Ok, on a un résultat qui peut paraître bon, mais finalement, on ne sait pas ce qui a été fait. Et ça peut être un inconvénient. Et donc la solution, c'est pas forcément de se débarrasser d'Excel, mais en tout cas pour les reporting financiers, d'arriver sur du Power BI. Ce qui est important aussi de dire, c'est que Power BI, ça a été fait par Microsoft, au même titre que Excel. Et Microsoft, ils l'ont fait justement pour combler cette lacune d'Excel sur les reporting. On est vraiment sur un outil de reporting quand on utilise Power BI. Vous pouvez le voir, hein, ça va être des choses qui vont être plus jolies. Ça va être vraiment quelque chose pour faire de la visualisation de données, et c'est ça qu'a voulu Microsoft, hein. Quelque chose qui soit plus simple. On va y revenir plus loin, mais c'est quelque chose qui va permettre
aux utilisateurs, on va dire, moins initiés de la data, à quand même avoir un premier pied dans la data, à pouvoir communiquer avec de la donnée. Et donc, c'est ça qui va permettre, après, dans toute une entreprise, d'avoir des gens qui vont être, on va dire, acculturés à la data. Et donc, on va répondre justement à le point que tu nous as dit, Frédéric, c'est que l'avantage de Power BI, c'est que quand on va faire des transformations dans la donnée, on va avoir cet historique de tout ce qui a été fait. Et donc ça, c'est important parce que comme ça, on peut le refaire. Et ça, c'est quelque chose qui peut paraître bête comme ça de prime abord, mais finalement, c'est très pratique, justement pour ça. Et il y a d'autres problématiques qui ont été justement adressées grâce à Power BI. C'est aussi notamment la sécurité des données. Aujourd'hui, un Excel, quand il est sur un SharePoint, il n'y a pas forcément on peut y accéder un peu n'importe comment. Il y a beaucoup d'entreprises qui se retrouvent avec des données RH, par exemple, qui sont qui se retrouvent dans la nature, alors que c'est des données sensibles. Alors que justement, avec Power BI, on va pouvoir justement sécuriser ces données parce que l'accès, il est conditionné à votre nom, à votre compte Microsoft. Donc, par exemple, quelqu'un qui, par exemple, Lucas Villain, moi, je suis pas dans le département RH. Quand je vais ouvrir le Power BI avec des données RH dedans, je vais pas pouvoir les lire. On va avoir des choses qui sont vides. Donc, on peut gérer les droits d'accès des utilisateurs en fonction de différents critères. Et ça, c'est du sur-mesure ou il y a aussi des standards proposés dans Power BI? Alors après, il y a une fonctionnalité qui est faite pour. Et après, c'est à vous de l'adapter à votre cas. D'accord. Donc, vous pouvez mettre, soit vous faites un groupe, par exemple, toutes les personnes qui sont dans le département RH, vous mettez toutes ces personnes nominativement dans ce groupe RH et vous dites, les gens qui sont dans ce groupe RH, ils vont avoir accès à ces données-là. À l'inverse, ceux qui ne sont pas dans ce groupe-là ne vont pas y avoir accès. Donc après, on peut faire ces règles totalement personnalisées, comme on peut faire quelque chose de très individuel. Voilà, vraiment, Okay. donc on peut l'adapter à ces règles métiers. Sans problème. Je ne sais pas si c'est ça un peu ta question. Tout à fait, tout à fait. Hop, alors attends, je mets juste ça. Hop. Donc voilà, donc ça c'est vraiment Power BI. Et nous, ce qu'on veut vraiment apporter aujourd'hui, qui est un peu différent de ce qu'on peut entendre de Power BI d'habitude, c'est que Power BI, c'est pas la réponse ça va être la réponse pour faire les reporting financiers, mais pas que. C'est un peu la partie, donc là, immergée de l'iceberg. C'est la métaphore que je fais de temps en temps. C'est, par exemple, vous achetez une plante dans une jardinerie, vous la mettez chez vous, donc ça apporte de la déco, vous invitez des amis, vous êtes content. Mais finalement, si vous revenez 2 mois plus tard et que vous n'allez pas l'entretenir, cette plante, elle va avoir moins fière allure. Donc après, si vous réinvitez des amis, ils vont dire, là, par exemple, ça pêche un peu dans ta déco. Et donc ça, c'est un peu tout ça. Le problème, c'est pas que vous avez acheté la plante, c'est parce que vous n'avez pas maintenu, vous n'avez pas entretenu. Donc c'est vraiment ça sur lequel on veut mettre un point un peu aujourd'hui. C'est que il suffit pas juste de mettre en place Power BI. Il faut aussi mettre tout un cadre autour. Donc c'est vraiment ça qu'on va appeler la culture de la donnée. Et ce cadre-là, aujourd'hui, c'est vraiment très important si on veut que notre projet Power BI il fonctionne. C'est pour éviter la jungle, pour reprendre la métaphore de la plante. Voilà, exactement. Ou la jungle, le désert. Parce que le désert aussi, oui. Et donc, en fait, aujourd'hui, Power BI, c'est vraiment l'outil qui vous permet de mettre de la culture de données. C'est comme ça que Microsoft le vend. Hein. C'est vraiment Power BI, l'outil qui vous permet d'avoir cette culture de la donnée. Et donc, la première raison, c'est celle que je vous ai donnée juste avant, c'est que tout le monde va pouvoir accéder aux données. On va avoir des dashboards, on va avoir des visualisations, on va avoir des choses qui sont sympas à regarder. Les gens vont pouvoir jouer un peu avec un système de filtre. Donc ça, c'est toujours sympa. Mais aussi, il y a l'autre côté qu'on voit pas forcément, mais dans la culture de la donnée, il y a aussi cette partie process, cette partie avec toutes les choses qui sont autour, donc là que j'ai mis en dessous avec tous les mots-clés, qu'il va falloir mettre en place pour justement s'assurer qu'on ait quelque chose de propre et de périn dans le temps. Et donc c'est là qu'on va arriver sur le côté un peu plus technique, où nous, avec les idées, c'est ça qu'on met en place. Donc là, on va arriver sur les mots vraiment, les mots-clés de la data, avec les data warehouse, la data quality, les MDM. Donc toutes ces choses-là qui sont vraiment nécessaires pour arriver sur un projet Power BI qui va être utilisé dans le temps. Et ça, c'est vraiment important parce qu'on l'a vu chez pas mal de nos clients qui vont nous dire, nous, on a essayé de mettre Power BI,
Ça marche bien, l'outil est super. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on entend tout le temps. Mais voilà, finalement, aujourd'hui, plus personne l'utilise parce que voilà, on l'a utilisé, il est resté dans le coin. Et puis bon, bah maintenant, soit il marche plus parce que bah, les données ont changé, soit parce que finalement, bah, on l'a pas utilisé dans notre prise de décision et donc il est tombé un peu en désuétude. Et donc c'est pour ça que nous, on a un peu cette approche-là. Donc là, c'est une approche très cabinet de conseil, hein. Je sais que tu m'avais dit, Frédéric, qu'il y a pas mal de gens aujourd'hui sur le webinaire qui étaient cabinet de conseil. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une approche très process, qui vont vous rappeler quelque chose, dans le sens où faut pas se ruer tête baissée sur l'outil, et ce qui est normal, hein, parce qu'on a quelque chose de visuel, de sympa à utiliser, mais il faut vraiment mettre en place des process qui sont carrés. Et donc pour ça, il faut vraiment prendre les méthodes de projet, enfin de mise en place de projet. Donc là, on a mis les 4 points, vraiment identifier le besoin. On n'est pas là pour faire de la visualisation pour faire de la visualisation. Il faut vraiment qu'on sache qu'est-ce qui va être intéressant et qu'est-ce qui va être utilisé dans l'entreprise pour vraiment avoir quelque chose de pertinent, pour pas perdre les utilisateurs. Le deuxième point, donc là, c'est la partie justement en dessous de l'iceberg que je vous disais, c'est qu'il faut mettre en place une vraie architecture, un vrai process autour de ça pour collecter, stocker, traiter et analyser les données. Donc ça, je vais vous montrer après dans le slide après, en fait, concrètement, à quoi ça correspond. Et le troisième point, ça va être plus une partie plus pour l'humain, on va dire, formé et adapté au processus. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'il y ait vraiment qu'il y ait un sponsor métier dans l'entreprise pour que le projet il puisse vivre dans le temps. Aujourd'hui, encore une fois, ça peut pas être une initiative qui vient des entre guillemets geeks de l'entreprise. Faut pas, quand c'est vraiment quelque chose qui vient juste de l'IT, finalement les gens qui vont être métiers vont pas utiliser l'outil et donc forcément au bout d'un moment il va plus être utilisé, donc le projet sera perdu. Donc c'est pour ça qu'on met un point vraiment très important là-dessus dans les projets qu'on met en place, c'est qu'il faut un vrai sponsor métier. Et c'est aussi tout l'intérêt de notre partenariat avec Quincy, c'est d'avoir justement aussi cette compétence métier qui rend le tout cohérent. Et donc nous, chez nos clients, on a bien vu que qu'est-ce qui faisait la différence entre aussi la réussite et l'échec, c'est que on va avoir quelqu'un qui va obliger un peu les personnes, quand ils vont prendre des décisions, à utiliser l'outil et à justifier leurs décisions via les données qu'ils ont pu mettre en place dans Power BI. Et enfin, le quatrième point, donc là, c'est vraiment la maintenance. Le truc un peu, c'est moins forcément intéressant à le faire, mais voilà, c'est justement arroser sa plante tous les jours, faire en sorte que les rouages continuent de tourner tout le temps. Et ça, ça demande quand même quelque chose, hein. C'est comme votre voiture, hein. Faut faire des révisions assez régulières. Sinon, au bout d'un moment, vous avez des problèmes. Donc ça fait vraiment partie de l'utilisation de Power BI. Et c'est pas juste faire les graphiques. Voilà. Alors sur la partie plus technique, on va dire architecture, là on a fait vraiment un slide très concrètement qu'est-ce qu'on veut dire dans ces choses-là. Et donc là on voit sur ce slide-là, la partie Power BI elle est vraiment tout à droite. On est vraiment sur la fin du process, on va dire. Et il faut quand même il y a quand même pas mal de choses en amont qui doivent être préparées. Et cette architecture-là, que je vais juste présenter après, c'est ce qui est mis en place dans la plupart des entreprises qui mettent en place de la data. C'est que là, je vous ai dit les grosses boîtes où j'étais, c'était ça. Alors forcément, il y a des raffinements en fonction de l'entreprise, en fonction des besoins, en fonction des types de données aussi qu'on va mettre en place. Hein, c'est pas pareil, surtout on est en Europe et c'est très bien. Il y a beaucoup de règles qui sont restrictives, mais en tout cas, ce schéma-là, c'est la base de tous les schémas d'architecture de données qui est utilisé aujourd'hui. Et donc pour vous le présenter un peu plus en détail, à gauche, c'est vraiment toutes vos données. Donc ça peut être, donc là on a mis des exemples, hein, mais il y en a plein d'autres. Par exemple, dans Power BI, vous avez une centaine de connecteurs, donc c'est vraiment pour se connecter à ce type de base de données. Et donc là, le but, ça va être d'aller chercher toutes ces données qui sont un peu éparpillées dans l'entreprise, hein, parfois, parce que vous allez avoir des choses qui sont plus du côté RH, d'autres plus finance, d'autres plus supply. Mais voilà, il faut faire l'effort d'aller chercher toutes ces données et les rapatrier, les centraliser, vraiment le mot, centraliser,
dans ce qu'on appelle un data warehouse. Donc ça, faut pas avoir peur du nom, hein. Un data warehouse, c'est juste une grosse base de données, tout simplement. Faut pas avoir peur du mot. Mais en tout cas, l'avantage du data warehouse, c'est qu'il va être central, il va regrouper toutes ces données. Et donc pour regrouper toutes ces données, il faut utiliser ce qu'on appelle des outils ETL. Donc ETL, c'est pour extract, transform and load. Et c'est souvent une partie très difficile dans ces projets-là, parce que justement, il y a beaucoup de sources de données. Et donc, c'est grâce à ces outils qu'on va venir rapatrier les données dans notre data warehouse. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que le choix de l'outil ETL ne doit pas être fait, c'est pas du tout anodin. J'ai eu l'exemple d'un client qui avait fait le choix d'un outil ETL. Et aujourd'hui, cet outil, c'était pas un gros outil. Aujourd'hui, il a été racheté par Talend, et en fait, Talend l'a acheté pour tout simplement un peu tuer la concurrence. Aujourd'hui, voilà. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, du coup, pour faire des améliorations sur l'outil, c'est fini. Donc ils vont être obligés de changer. Donc il va falloir repartir à zéro et refaire toutes les transformations qui ont été faites. Et donc c'est un peu du travail de perdu. Donc les choix des outils sont pas anodins. Pour l'ETL ou pour le data warehouse ou même pour Power BI, il y a des alternatives. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui est hyper sensible. Et donc après, vous avez toute cette partie data warehouse où là, en fait, c'est là où on va souvent faire toutes les transformations. Donc là, c'est pour ça qu'on parle de lending. C'est vraiment, on va chercher toutes les données qui sont brutes, qui sont nombreuses. Avant, on essayait d'apporter que les données qui n'étaient vraiment nécessaires. Aujourd'hui, comme le stockage de données, ça coûte vraiment plus grand-chose, on se permet d'aller chercher toutes les données. Comme ça, on a vraiment beaucoup de choses et comme ça, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Et donc, ça va être ici qu'on va faire toute la partie nettoyage, transformation des données. Donc là, on va entendre des outils que vous avez peut-être entendus qui sont très connus comme Python, SQL et plus récemment DBT. DBT qui est un peu du SQL survitaminé. Où là, voilà, on va nettoyer les données. Alors, le nettoyage de données, c'est des choses qui peuvent être très basiques, juste changer au même format les dates, par exemple. Donc ça, c'est vraiment le truc classique. On a un outil qui a que des dates en anglais, et là, on va essayer de les mettre plutôt dans le même format, donc le format français, si on le fait en France. Et donc, ces données-là, on va les nettoyer, et ensuite, on va avoir cette partie, donc là, entre les nettoyer et la partie BI, qui va être le calcul des KPI et l'intégration des règles métiers de l'entreprise. Donc là, c'est vraiment, ça va dépendre de l'entreprise. Et ça, c'est aussi une étape importante en termes de fiabilisation des données. Pourquoi ? Parce que ça va être ici qu'on va commencer à forcer un peu finalement l'entreprise à définir ses KPI. Pourquoi ? Parce que il y a beaucoup d'entreprises où vous allez, même pour un KPI très classique comme le chiffre d'affaires, vous allez avoir peut-être des gens qui vont calculer le chiffre d'affaires d'une certaine façon, et puis d'autres d'une autre, dans la même entreprise. Et donc, quand vous allez avoir des présentations, vous allez avoir des incompréhensions parce que tout le monde va parler du chiffre d'affaires, mais en fait, on ne parle pas du même chiffre d'affaires. Les gens ne vont pas calculer. Moi, j'ai une anecdote là-dessus, effectivement, en tant que commissaire aux comptes. Je l'ai vu de nombreuses fois où, dans une entreprise, il y avait le chiffre d'affaires du contrôle de gestion, le chiffre d'affaires du commerce et le chiffre d'affaires de la compta. Et on avait 3 chiffres d'affaires différents, mais très différents. Et donc, nous, en tant qu'auditeurs, il fallait qu'on rationalise tout ça et qu'on rapproche chaque chiffre d'affaires. Et c'était les règles de gestion qui n'étaient pas les mêmes dans les outils comme SAP. Et c'était un casse-tête. C'était un casse-tête, y compris dans l'entreprise, parce qu'on ne savait plus quand le président devait annoncer le chiffre d'affaires, il ne savait plus quelle donner. Donc, il y a une question d'homogénéité de la donnée, parce que peut-être que le président il donnait le CA de la compta en début d'année, le CA d'une autre partie au milieu. Donc, c'est assez difficile. Moi, pareil, une anecdote, quand j'étais à l'inspection générale, ne serait-ce que pour retrouver le chiffre d'affaires d'une année, on savait pas trop comment ils avaient fait. Ils avaient un chiffre, encore une fois, c'était dans un Excel. Et il avait été tamponné par la direction, mais impossible de le recalculer. Pourquoi ? Parce que tout avait été fait dans Excel. Donc, il y avait des calculs qui sont parfois en dur. Parfois, les gens ils utilisent Excel, mais ils n'utilisent même pas les fonctions d'Exel. On a l'impression qu'ils font le calcul à côté à la calculette. Donc, c'est ça aussi, ce côté transformation, cette traçabilité. Et donc, justement, quand on va aller dans le data warehouse, on va être obligé de dire, là, aujourd'hui, on va calculer le chiffre d'affaires et il sera centralisé à un seul et même endroit.
C'est ici qu'on va avoir notre chiffre d'affaires. Donc, c'est plus possible d'avoir 3 chiffres d'affaires, puisque ici, on va dire, je le calcule qu'une seule fois, c'est bon, j'ai toutes mes données. Et donc, ça va forcer à dire, à mettre tout le monde autour de la table, comme tu disais, la compta ou les autres personnes, à dire, comment on calcule ce chiffre d'affaires? Et ça va, forcément, il y a des questions après politiques dans l'entreprise, c'est-à-dire qui a le bon résultat et pourquoi certains utilisent tel ou tel. Mais voilà, c'est quelque chose qui va être important, mais c'est une étape qui est forcément nécessaire si on veut fiabiliser tout ce process-là. Et donc voilà, donc c'est comme ça qu'on a après le warehouse. Et c'est souvent ici, donc là on a mis tout ce qui est certification ISO de 27001 et RGPD, c'est toute la partie sécurisation des données. Donc là, c'est ici que quand vous avez quelque chose de propre comme ça, que vous pouvez, si vous faites contrôler, montrer que vous avez fait le nécessaire pour être conforme. Ça, c'est comment ? Montrer patte blanche. Exactement. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'après, on a toute cette partie de traçabilité. Et en fait, donc tout ça là, depuis tout à l'heure ce que je parle, on parle même pas de Power BI. C'est vraiment la partie en amont. Et c'est ça aujourd'hui qu'on voulait vraiment, aussi montrer, c'est que cette culture de la donnée, elle passe aussi par cette structuration de cette architecture en amont, donc surtout pour les grosses entreprises, parce que si on se connecte juste à des Power BI comme ça sur des bases et qu'on refait notre transformation de notre côté, on va retomber un peu dans les mêmes travers. Voilà pour cette partie. Et donc, avec tout ce qu'on vient de dire, justement, c'est là qu'on commence à voir que cette dimension data est de plus en plus importante en finance. Alors c'est aussi parce que voilà, les choses évoluent, on essaye de... Enfin voilà, on peut utiliser plus de data aujourd'hui parce que on a plus de puissance de calcul, on a la possibilité de stocker maintenant des téraoctets pour pas très cher. Et donc c'est pour ça que c'est aussi tout l'intérêt du partenariat qu'on a fait avec Quincy, c'est parce qu'il y a deux compétences qui viennent justement travailler ensemble de manière complémentaire. C'est la partie vraiment de data qui devient importante en finance, où on va vraiment faire toute la partie que je viens de vous montrer, c'est-à-dire collecter, nettoyer, fiabiliser les données. Et donc, on va essayer de prendre cette partie production de données à la partie finance pour leur enlever ce côté répétitif, choses manuelles. Alors, le but, c'est pas d'avoir quelqu'un dans la data qui fait les choses manuelles. C'est bien d'avoir quelqu'un qui va créer cette architecture pour automatiser justement ces reporting financiers. Et à l'inverse, du coup, la partie finance qui va pouvoir plus se focaliser sur son métier, sur son expertise et donc sur l'analyse, qui va lui permettre de faire des choses peut-être aussi un peu plus sympas, on va dire, de leur point de vue. Voilà, donc là, on va passer sur le Power BI. Je ne sais pas s'il y a eu des questions dans le... Non, juste une question sur le support, mais comme j'ai répondu que le replay serait accessible oui, bien sûr. À tous les participants. Et si vous vous inscrivez même après la session, enfin pour ceux... ils ne peuvent pas le savoir parce qu'ils ne pourront pas m'écouter, mais on peut avoir accès au replay également. Ouais. Ok, très bien. De toute façon, voilà, il ne faut pas hésiter. Et puis nous, après, si vous avez des questions a posteriori, il ne faudra pas hésiter à venir nous voir. On pourra y répondre avec plaisir. Alors, ici, on allait sur Power BI, mais c'est bon, vous voyez bien les graphiques. Je sais pas si oui. C'est bon. Ah, j'ai une question de Luc. Oui. Juste avant. Alors, est-ce que Power BI intègre un ETL ? Oui. Alors, en fait, Power BI, c'est parfait, je vais pouvoir le montrer là. En fait, ici, dans obtenir les données, vous avez ici plein de connecteurs. Il y en a vraiment beaucoup. Là, vous pouvez difficilement ne pas trouver sur lequel vous voulez. Donc, en fait, vous pouvez un peu bypasser ce que je vous montrais avant, c'est-à-dire vous connecter directement de votre Power BI sur une base de données. Donc ça, c'est possible de le faire. Hein. Il y a tous les connecteurs, donc c'est ça la partie ETL. Donc, vous pouvez le faire. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils vont se connecter. Ici, vous avez BigQuery, Redshift, Snowflake, ce sont les data warehouse qui sont souvent les plus connus. Donc là, voilà, vous avez de quoi faire. Après, voilà, vous pouvez vous connecter direct. Nous, on conseille justement de faire d'abord ce passage, l'ETL qui passe dans un data warehouse. Pourquoi ? Parce que c'est pareil, votre Power BI, vous pouvez vous le connecter directement à la base de données. Mais il faut savoir deux choses. C'est que vous allez taper une base de données qui potentiellement est une base de données de production. Et donc, vous pouvez potentiellement
aller taper une donnée de production, c'est pas une bonne pratique. Le mieux, c'est d'aller taper une base justement type de warehouse, donc Snowflake. Ouais, une base clinée, ouais. Voilà, une base clinée, et il faut pas oublier qu'aussi les données de production sont souvent dans des bases de données de type transactionnel, alors que les data warehouse sont des types analytics, elles sont faites pour. Donc pour reprendre un peu une autre métaphore, c'est qu'il y a des bases de données, elles sont faites pour trouver, imaginez une librairie. Il y a des bases de données qui sont faites pour trouver, par exemple, si vous cherchez un livre sur la guerre 14-18, ça va être plus facile pour trouver ce livre-là. Par contre, les bases de données type warehouse, elles vont être plus adaptées pour faire de l'analytics. C'est-à-dire, par exemple, je veux savoir combien j'ai de livres sur la guerre 14-18 dans toute ma librairie. Okay. Une petite différence dessus. Alors, il y a une deuxième question de Marc qui nous dit que vous parliez de différents chiffres d'affaires. Est-il possible de réconcilier un chiffre d'affaires commercial d'un service commercial sur 5 semaines, par exemple, et un autre sur 4 semaines calendaires dans Power BI? Oui. En fait, quand vous avez vos données, alors j'imagine que du coup, vous n'avez juste pas les mêmes bases de temps. Ça, je vais peut-être vous présenter un petit peu après. En fait, c'est toute une gestion de temps que vous pouvez faire après dans Power BI. Ok. Après, vous avez plusieurs solutions. Hein. Soit vous le ramenez à un chiffre d'affaires journalier et puis vous pouvez comparer comme ça. Mais faut imaginer que Power BI, vous pouvez faire quand même des transformations que vous faisiez avant dans Excel. Hein, parce que j'imagine que ça, vous pouvez faire ça dans Excel facilement. Il y a quand même des choses qu'on peut refaire dans Power BI. Ok. Pas de problème. Donc voilà, donc là on arrive sur Power BI. Donc on a voulu un peu la démonstration à la fois. Il y a des choses qui sont assez classiques, parfait pour ceux qui découvrent Power BI, mais on a rajouté des petits éléments un peu plus poussés. Donc pour ceux qui vraiment ne connaissent pas Power BI, vous arrivez sur cette interface là. Donc là on est sur Power BI Desktop. Il y a Power BI Service. Donc Power BI Desktop, c'est ce que vous voyez à l'écran. C'est la partie vraiment builder. Hein. C'est vraiment je vais construire mon dashboard. D'accord. La partie service, elle est en ligne, du coup. Elle est en ligne, et là, c'est juste pour partager. Donc, ça va être là que les personnes, on va dire, peut-être moins techniques ou qui n'ont pas vocation à créer des dashboards vont pouvoir lire vos dashboards que vous partagez. C'est vraiment, c'est là qu'on va gérer, par exemple, qui a accès à quoi. Donc là, on est vraiment sur la partie builder, construction. Et donc, on voit ici, voilà, la première partie qui est la partie, on va dire, la plus visible. Vous allez pouvoir choisir vos différentes visualisations. Ici, vous avez voilà les graphiques assez classiques. Vous allez pouvoir mettre ici des cartes avec des valeurs bien spécifiques. Vous retrouvez des choses très classiques avec le camembert, des histogrammes. Ici, on a mis une visualisation qui est un peu plus poussée, donc ça pourrait être intéressant pour ceux qui veulent faire ça. Donc j'explique tout, hein, encore une fois, dans la formation des heures cadeau. C'est que par exemple, ici, vous avez un budget en ligne et le réaliser en histogramme. Et donc là, vous avez quelque chose qui devient vert quand vous dépassez le budget. Donc ça permet d'avoir quelque chose un peu dynamique, un peu sympa, qui se fait assez facilement sur Power BI et qui fait toujours son petit effet quand vous le présentez. En tout cas, là, oui, il faut comment dire, au niveau pilotage de l'entreprise, il faut se réveiller là. Hein. Ils sont en retard sur leur budget. Ouais. Oui. Alors c'est des données que j'ai anonymisées. C'est des données que j'ai anonymisées avec un chiffre aléatoire. Ok. Donc, ça donne des choses pas forcément hyper cohérentes. D'accord. Mais bon voilà, vous avez le principe, il est là. Vous pourrez après mettre les données que vous voulez dedans. Et donc là, j'ai utilisé ici le petit filtre. Des filtres qui sont, il y a 2 types de filtres maintenant. Ici maintenant qui permettent de faire des choses un peu plus design. Donc forcément, on est sur la visualisation de données. Vous avez des choses un peu plus design. Donc après, les goûts et les couleurs, chacun fait comme il veut, mais vous pouvez adapter, par exemple, au code couleur de l'entreprise. Mais alors, du coup, là, quand résultat d'exploitation, résultat financier, c'est des règles de calcul qui sont définies dans Power BI à partir d'une donnée, je sais pas, un compte de résultat, enfin une balance générale comptable, ou alors c'est des données qui sont récupérées et calculées dans le data warehouse avant. Alors là, sur cet exemple-là, j'ai fait un truc tout simple, donc je l'ai pour que les gens puissent le refaire, je l'ai connecté à un Excel sur un SharePoint. Vous pouvez refaire la même chose si après parce que vous allez voir l'Excel, il a une tête de base de données en fait. Et en fait, là il y a des règles de calcul. Donc là on a fait ce qu'on appelle des mesures dans Power BI. Donc là les mesures c'est ce qui va utiliser le DAX, qui est assez connu. C'est vraiment le langage de calcul
de Power BI. C'est comme les fonctions dans Excel. Là, c'est les fonctions dans Power BI. Le langage, c'est du DAX. Donc là, vous voyez, ici, quand je sélectionne ma petite cartouche, on voit que j'ai mis la mesure résultat d'exploitation. Et là, vous voyez la petite calculette à côté, ce qui veut dire que c'est moi qui ai fait une fonction pour la calculer. Et donc là, dans cette fonction-là, ça, c'est moi qui l'ai écrit. Vous avez la fonction DAX, calculate, et la fonction sum, et qui va aller chercher des éléments de mes bases de données. Je vais vous montrer après. Et donc là, dans cet exemple-là, j'ai utilisé beaucoup la fonction calculate, qui est un peu la fonction phare de DAX. C'est vraiment la fonction mère, on va dire, que vous avez dans Power BI, et qui vous permet de faire des calculs différents. Donc là, si on peut le lire, on fait la somme des montants, et il va filtrer sur le résultat d'exploitation, et je vais vous montrer dans la base de données derrière. Donc c'est bien un calcul. Donc ça, après, vous avez... en fait, il y a plusieurs façons de faire. Soit vous faites vos calculs dans Power BI, soit vous le faites le plus en amont possible dans vos données. Alors ça, après, ça dépend de ce que vous avez. La bonne pratique, on va dire, c'est de le faire le plus en amont possible pour avoir le moins possible de calculs dans Power BI. Pourquoi ? Parce que souvent, on fait les calculs dans le Data Warehouse, donc on a la possibilité d'avoir plus de puissance de calcul, contrairement à Power BI qui est quand même, certes, beaucoup plus puissant qu'Excel, mais qui peut avoir ses limites, surtout si on est sur une grosse boîte avec beaucoup de données. Donc là, ça peut bloquer. Mais le but, c'est de faire les transformations le plus en amont possible, mais vous pouvez les faire aussi après dans Power BI. Alors, Lucas, une question de Martine. Comment Power BI gère-t-il les différentes versions de jeux de données ? Alors, qu'est-ce que vous entendez par version de jeu de données ? Est-ce que c'est question de versionnement de données ou ça va être une version, par exemple, d'une type de base de données ? Non, je pense que c'est les données qui sont sans arrêt mises à jour. Ouais. Versionning et comparaison. Alors, pour les mises à jour, vous pouvez après mettre à jour automatiquement votre Power BI. Donc là, ça dépend le plan que vous avez sur Power BI, mais par exemple, vous pouvez le dire, tiens, tu te mets à jour 8 fois par jour, toutes les heures, par exemple, et vous mettez là. Et donc là, il va aller se reconnecter à la base de données, il va refaire un appel, et il va se mettre à jour. Ça veut dire qu'on a la possibilité de le figer aussi. En fait, si vous pouvez dire, je le mets plus à jour, oui. Vous pouvez. Ah non, Martine nous rajoute des éléments. Oui. Conservation d'une version V1, par exemple, pour la comparer à une V2. Ah oui, comme dans un processus de clôture des comptes, où on a plein de versions différentes et on aime bien rationaliser entre chaque version, savoir ce qui s'est passé. Fister finalement l'information. Ouais, il y a des fonctionnalités maintenant qui ont été mises en place par Power BI pour faire du versionnement. Donc pour ceux qui font du dev, c'est du versionning, donc c'est des choses qui sont assez classiques. C'est-à-dire que vous allez pouvoir diviser votre flot de travail en deux. D'un côté, par exemple, un dashboard, on va l'appeler de production. Donc c'est celui que vous allez mettre à disposition, par exemple, des dirigeants. Et imaginons, vous voulez faire des modifications sur votre dashboard, parce que vous voulez apporter des améliorations, vous voulez ajouter une base de données. Vous allez pouvoir diviser votre flow, et vous faites un flow de développement, on va dire. Donc là, vous allez pouvoir faire vos modifs, qui vont pas impacter celui de production. Comme ça, si vous faites une bêtise, si vous faites une modification, vous n'arrivez pas à arriver en arrière, c'est pas grave. Vous pouvez retourner à la version de production, et elle n'a pas bougé. Par contre, si votre version de développement, elle vous convient, vous êtes arrivé à ce que vous voulez faire, et que vous voulez maintenant l'officialiser, vous pouvez la passer en production. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, comme ça permet de faire son développement de son côté sans avoir peur de faire une modif qui serait irrécupérable. Ah oui. Donc ça, voilà, et cette façon de faire, c'est une façon qui a été, toutes ces façons de faire qui sont autour de la data, du domaine de la data, en fait, elles viennent des développeurs qui font des apps. Parce que les personnes, les développeurs qui font des apps, ils ont ce même souci, c'est que quand ils font une modif, ils veulent ajouter une fonctionnalité à l'app, il faudrait pas que ça ait des impacts sur celui qui est en train de tourner. Je crois que par exemple Facebook, ils font 1000 modifications par jour. Imaginez s'il y a un développeur à chaque fois qui se trompe, votre Facebook il marche plus. Et je pense que ça ferait longtemps que plus personne n'utiliserait Facebook. Et comment ils font ? Justement, ils font cette façon de faire avec quelque chose en production qui n'est pas modifié tant que la version en développement n'est pas bonne et qu'on les substitue. Il y a Martine qui nous dit mais qu'en est-il des versions jeux de données ? Parce que tu as répondu sous l'angle du paramétrage. Mais moi, ce que je comprends dans Power BI, c'est qu'on peut tout pister. Donc, on peut vraiment savoir ce qui s'est passé entre chaque version.
Alors pour les versions au niveau des bases de données, il faut aussi avoir ce même façon de faire. On peut avoir des bases de données recettes, développement, production. Et justement, ça c'est important de faire ça parce que effectivement, par exemple, si votre base sur laquelle vous êtes connecté, elle a des modifications, vous pouvez justement faire sauter votre Power BI. Ça peut être tout bête, hein, mais si vous changez le nom d'une colonne, potentiellement votre Power BI il va sauter parce qu'il va plus la reconnaître. C'est pour ça qu'il y a toute cette partie process à mettre en place autour. C'est que un changement de base de données n'est pas anodin. C'est pareil que c'est pour ça qu'il faut c'est toute cette partie process, c'est qu'il faut faire attention à ça. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de Power BI qui sautent. C'est parce qu'on va rajouter une colonne, on va changer le nom d'une colonne. Et donc ça peut effectivement faire sauter Power BI parce que derrière il y a quand même du code. Et ce code-là, ça reste du code. Hein, donc le code, c'est bien, ça peut nous faire gagner du temps, mais ça reste quand même un peu bête, entre guillemets. C'est comme les robots. Hein, le robot, il va faire peut-être 10 fois mieux qu'un humain, mais par contre, si vous changez de table la place sur laquelle il devait faire son truc, bon bah là, ça se trouve, il va sauter, il va plus être capable de le faire. Donc c'est pour ça qu'il y a un vrai process, et c'est pour ça qu'il faut être carré, comme je disais tout à l'heure. C'est que si on veut que ça fonctionne, ça se met pas n'importe comment. Donc il faut bien avoir mis tout en place ce process autour. Une dernière question de Thierry avant de continuer. Les calculs dans Power BI sont-ils calculés à chaque fois, à chaque consultation, ou alors sont-ils stockés lors du premier calcul? C'est une très bonne question parce qu'il y a deux modes de Power BI justement. Il y a le mode import et le mode direct query. Donc le mode import, à chaque actualisation, il va aller chercher les données, il va faire les calculs. Et donc quand vous modifiez par exemple ici, là je vais faire mon filtre 2021, là il va filtrer mais il a déjà les données entre eux. Il va pas aller retaper la base de données parce qu'on est en mode import. Donc ça marche quand on a des bases de données qui sont pas trop grosses. À l'inverse, quand on va aller taper des bases de données qui sont très conséquentes, on va se mettre en direct query parce que sinon le Power BI il va être trop gros, il va cracher. En direct query, par contre, on va aller envoyer à chaque fois une requête. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. C'est-à-dire que, imaginons là, donc là, je suis en mode import sur l'exemple. Imaginons, je suis en direct query, je vais appuyer sur 2022. Donc là, il va y avoir une requête qui va être envoyée à la base de données sur laquelle j'ai connecté mon Power BI. Et je vais avoir le retour, et donc ça va aller dans mon Power BI. Donc ça, c'est vraiment important parce qu'il y a des questions de performance qui vont vraiment arriver. Parce que vu qu'il faut faire un aller-retour avec la base de données, ça peut mettre un peu plus de temps. D'où le fait d'aller sur une base de données type data warehouse plutôt qu'une base de production. Parce que sur un data warehouse, c'est plus rapide que sur une base de production. Mais il faut l'avoir en tête parce que du coup, on envoie une requête sur la base de data warehouse. Et donc, quand on envoie une requête sur une base de data warehouse qui est dans le cloud, ça peut coûter aussi un peu d'argent. Donc tout ça, c'est un peu, faut choisir entre import et direct query. Il faut choisir par rapport, encore une fois, selon son besoin, selon base de données et selon l'utilisation aussi. Parfait. Donc c'est pour ça, il y a rien n'est anodin en fait. Tout est bien pensé justement parce qu'on est quand même. Ça, c'est l'avantage de Power BI par rapport à d'autres outils concurrents que vous connaissez peut-être. C'est qu'on est sur un outil qui est du coup entre guillemets référence du marché, qui a une grosse communauté et donc qui va être intégré aussi parfaitement à l'environnement Azure. Donc ça, c'est aussi l'intérêt. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui mettent Power BI, c'est parce que c'est Microsoft. Il y a aussi une certaine confiance en Microsoft avec Azure. Tout à fait. Voilà. Donc pour revenir à la présentation ici, donc je vous montrais tout à l'heure les mesures. Donc ça, c'est tous mes calculs que j'ai fait, que j'ai mis vraiment dans une table mesure. Et ici, en fait, ça va être les bases de données que j'ai intégrées dans mon Power BI. Donc là, dans la formation, vous en verra aussi les fichiers Excel. Donc vous pourrez après utiliser. Au moins, vous pouvez refaire exactement les mêmes choses. Et après, vous pouvez l'adapter après à votre besoin. Donc là, c'est la partie vraiment visualisation de données. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc là, je vous montrais tout à l'heure comment se connecter aux bases de données. Donc là, on va montrer après. Mais vous avez ici toutes les mesures. Vous avez ici le paramètre. Donc ça, c'est un paramètre que j'ai utilisé pour le PNL. C'est vrai que je ne vous ai pas montré, c'est encore ça. Donc là, pareil, vous avez le même principe. Vous pouvez filtrer selon l'année. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que vous pouvez, par exemple, dire vous savez, je veux mon PNL avec la ventilation mois plutôt que la ventilation année. Donc là, vous pouvez rajouter les années. Et donc ça, c'est ici, là, ce qu'on a mis aussi qui était intéressant, c'est la ventilation ici des comptes. On peut descendre au niveau en dessous.
ça qui peut être intéressant si on veut juste après quelque chose macro. Et après, on peut descendre un peu plus en profondeur. Et si on double-clique, on accède à la donnée source? Là, non. Mais ça peut s'envisager. Ouais, oui, en fait, tu peux après descendre, tu peux après avoir comme un peu je pense que tu parles par exemple comme les TCD dans Excel. Oui. Ouais, tu peux faire un drill down. Ok. Alors après, c'est vrai que Power BI, par exemple, dans son utilisation dans les grands groupes, le but de Power BI dans les grands groupes, ça va être de plus utiliser Excel. Vraiment, c'est pour vraiment limiter Excel. Pourquoi? C'est vraiment dans les mêmes, c'est vraiment ce que je vous ai dit en début, hein. On veut moins d'Excel pour plus avoir de choses non traçables. Et dans la traçabilité, il y a aussi le fait de plus avoir de fuite de données, hein, parce que c'est vrai que des Excel, ça peut s'envoyer par mail, des choses comme ça. Alors que quand vous envoyez niveau sécurité, c'est quand même bien mieux Power BI, parce que quand vous envoyez un Power BI, il faut qu'il puisse rétablir les connexions. Donc, si vous envoyez votre Power BI sur votre ordi perso, souvent les grosses boîtes, il va pas pouvoir se reconnecter à la base de données comme ça sur laquelle il était connecté. Donc ça rapporte de la sécurité. Alors qu'un Excel, vous pouvez sortir les données, vous les sortez. Donc ça, donc il y a vraiment. C'est un très bon point. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a des entreprises. Moi, j'avais donné des formations Power BI. C'était EDF ou NJ, je sais plus, mais un des deux. Et eux, ils ont un Power BI qui est très. Ils ont fait Microsoft, ils ont fait un Power BI que pour eux. Et donc c'est sur la partie notamment partage où c'est vraiment sommaire, quoi. Il y a vraiment beaucoup moins de possibilités. Pourquoi? Justement pour sécuriser vraiment béton les données. Voilà, ça c'est vraiment si là vous êtes vraiment dans une très grosse boîte. Voilà, Microsoft peut apparemment aussi vous faire votre propre, voilà, vous mettre à disposition, enfin en tout cas restreindre les possibilités de chacun. Donc forcément après ça demande des choses spécialisées, personnalisées. Donc là faut s'adresser directement à Microsoft. Donc voilà, donc ça c'est vraiment ça que vous pourrez refaire chez vous dans la formation. Et pour vous montrer donc donc là il y a vraiment 3 parties. Donc la partie vraiment affichage que je vous ai montré tout à l'heure. Là ici vous allez pouvoir lire vos données. Donc là vous vous retrouvez un peu comme tout à l'heure comme dans Excel. Par contre là vous pouvez pas, là si j'appuie, là vous pouvez pas les modifier. C'est vraiment de l'affichage, hein. Il n'y a pas de retour. Donc on est vraiment sur un outil Power BI où on fait de l'affichage de données. On n'est pas sur une app où on va pouvoir renvoyer la donnée. C'est possible de le faire avec Power Apps et autres, mais ça demande du développement en plus. Et donc là, pour vous montrer un peu les données, moi j'ai fait des données donc budget et les écritures qui sont similaires, avec des dates, des numéros de compte et le montant. Et donc ça, ces numéros de compte là, on n'a pas forcément le détail. Et en fait, ces numéros de compte, on va avoir les informations grâce à une table compte. Et en fait, là, vous allez avoir toutes les infos du numéro, l'intitulé, et en fait, les niveaux de granularité auxquels il va appartenir. Et c'est en faisant ce détail-là qu'on va pouvoir remonter les données de résultats d'exploitation, plus spécifiquement des charges, ou un autre niveau comme voilà, le variation de stock. Et ça, l'avantage, et ça je le montre dans la formation, c'est que dans le cadeau là qu'on vous enverra à la fin, c'est que vous pouvez après changer dans vos bases le nom, et après votre Power BI va se mettre à jour. Il va pouvoir prendre en compte vos modifications. Et dans tes données liées à la périodicité, il y a quoi comme information? Dans la périodicité sur les dates. Ouais, tu l'as. Alors sinon, j'ai mis que 2021, Il y 2022. a aussi périodicité tout en bas. Voilà, donc là sur la partie alors périodicité, c'est un truc que j'avais fait. En fait ça, c'est ce qui me permet de parfois filtrer juste à l'année ou après revenir au mois. C'est un truc en plus qui permet voilà ça rajoute un peu d'interactivité, hein. C'est ce que j'ai fait sur le PNL en haut. Ici, c'est ce qui permet de dire bon bah là je les veux en mois. En fait non, je les veux en année. Ça te permet de faire la modif comme ça. D'accord. Donc ça c'est après c'est adaptable, hein. Vous pouvez imaginer que vous rajoutez un troisième au quarter, au trimestre. Là, c'est vraiment peut faire beaucoup de choses. Et pour revenir sur tout à l'heure la question sur le temps. Après voilà, là il y a la bonne pratique dans la formation. Je vous montre aussi comment bien gérer les dates dans Power BI. C'est souvent un problème qui revient. Donc là dans la formation, normalement vous avez tout pour bien gérer les dates. L'une des façons de faire, la façon de faire, c'est d'amener justement cette table de dates. Et pourquoi ça, j'en parle? Parce que ça peut être un sujet assez intéressant pour justement la direction financière. C'est que vous allez pouvoir faire un peu vos modifs
Par exemple, ici, j'ai mis le premier jour de la semaine, c'est un dimanche. Ok. Ça parle sûrement parce que, par exemple, il y a les clôtures comptables. Le problème dans Excel, c'est que parfois on galère, c'est parce que janvier, c'est toujours le numéro 1. Et peut-être que notre clôture comptable, c'est en mai. Et donc, en faisant comme ça, on va pouvoir plus facilement faire des années de mai à mai, par exemple. Ou de Ok. septembre à septembre. C'est vraiment, vous pouvez l'adapter. Donc ça, cette gestion de date, c'est toujours ce qui peut être un peu touchy, on va dire, mais sans problème avec Power BI. Il y a beaucoup de choses dans Power BI, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Au début, il y a un petit coup d'entrée quand même si enfin, on va dire qu'il y a deux coups d'entrée. Il y a un premier coup d'entrée où on va pouvoir faire quand même des premières choses assez sympas. Et souvent, et c'est souvent là le deuxième coup d'entrée qui peut être un peu plus dur, où on va quand même être un peu plus, voilà, on peut faire des choses un peu plus raffinées. Là, il y a un deuxième coup, hein, c'est un peu plus dur parce qu'il faut toucher à DAX, il faut bien avoir cette façon de penser. Très data, parce qu'aujourd'hui on est vraiment sur un outil qui va, enfin voilà, qui est fait pour aussi un peu, qui amène les façons de faire de la data. Donc ça, c'est ce qu'on peut voir ici avec la vue des modèles, où là on va avoir cette vision très table, une base de données. Donc là on retrouve la base budget, écriture, et on va faire des liaisons entre ces tables-là. Donc par exemple, tout à l'heure, je vous ai montré que dans les tables budget, écriture, il y avait les comptes. Et donc là, en fait, on a relié les tables budget et écriture, on voit les deux liens ici. On a relié ces deux tables à justement la table compte, qui va nous permettre d'apporter les informations de la table compte dans l'écriture. Et c'est ça qui nous a permis de filtrer à différents niveaux les écritures. Là, par exemple, si je vais dans par exemple, le logiciel d'exploitation, ce qu'on va bien voir, ici on voit qu'on fait le calcul de la somme des montants de l'écriture, mais on va pouvoir filtrer, ici on filtre, par rapport à la valeur qui est dans une autre table. Mmh. Et donc ça, c'est fait grâce justement à cette liaison. Et c'est là qu'en fait, tout l'intérêt de Power BI, c'est qu'on va pouvoir faire ce genre de choses-là, alors que si on avait été sur Excel, il aurait fallu ramener, faire des recherches V, voilà, beaucoup de recherches V, pour après refiltrer. Et donc, c'est pas forcément enfin, c'est forcément plus lourd. On a dû le faire partout, puis après, on aurait dû remettre Ah ensemble. ouais, non, effectivement, ouais. Alors que là, tout est centralisé ici. Et l'avantage, c'est que comme tout est centralisé, par exemple, au compte, l'avantage, c'est que si demain, votre compte numéro 60 310 change, c'est plus variation de stock, même si vous changez de l'orthographe, par exemple. Et si vous changez parce que vous avez fait une erreur et puis en fait ça a changé ou les normes ont changé, bah, vous pouvez directement le changer à un seul endroit dans votre tableau des comptes. Et après, tout va se mettre à jour. Tous vos reportings vont se mettre à jour. Et c'est ça aussi l'intérêt d'arriver sur des choses comme Power BI, c'est que vous allez pouvoir, là on est vraiment sur l'automatisation, on va simplifier tous ces flux, parce que sinon il aurait fallu tout mettre à jour, vérifier que tous nos Excel prennent bien en compte que maintenant le 60-310 c'est plus variation de stock, c'est autre chose. Bah là on peut juste le mettre à un seul endroit et après on est tranquille. Ok. Voilà, donc là ça fait un petit tour. Moi, Voilà. j'ai une question, Lucas, qui n'est pas posée hein, dans le chat. Non, mais vas-y. Si on veut intégrer des aspects géographiques, c'est-à-dire, Ouais. par exemple, je suis un franchiseur, j'ai 50 boutiques un peu partout en France ou même en Europe. Est-ce que je peux intégrer une carte avec le code postal et après, derrière, avoir Ouais. une vision, Oui, tout à fait. une carte de mes départements ou de mes régions les plus performantes ou... Oui, tout à fait. Donc, il y a ici des visualisations pardon, qui sont spécifiques pour la géographie. Il y en a plusieurs, hein. Il y a Carte, je crois qu'il y a ArcGIS. Donc, il y en a plusieurs qui sont disponibles avec le code postal. Donc, on peut le faire. Il faut faire attention parce que souvent, c'est toujours un peu compliqué parce qu'il faut bien faire attention qu'ils reconnaissent bien les codes postaux, qu'on ait des choses propres. Mais ouais, il n'y a pas de problème. D'accord. Et donc, ça, c'est Même, nativement intégré à Power ouais. BI. Et en Ok. fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut aller chercher plus de visuels. Donc, il y a des gens, il y a une communauté derrière qui font des visuels. Alors, souvent, c'est parce que la personne elle a eu un besoin particulier. Donc, il y a toute une bibliothèque ici qu'on peut voir de visualisation. Donc, elles sont certifiées, entre guillemets, elles ont été acceptées par Microsoft. Maintenant, vous n'allez pas forcément, tu vois, là, il y a par exemple,
Il y a quelqu'un qui a dû faire un truc avec des locations. D'accord. Donc là, elles ont été, tu vois, là, il y a une heatmap sur de la localisation. Donc après, ces choses-là sont proposées par certaines personnes, elles sont plus ou moins utilisées, donc plus ou moins voilà, mises à jour. Mais effectivement, il y a des choses possibles. Il y a même des gens, moi j'avais vu quelqu'un, alors il faudrait que je retrouve le nom, mais en fait il avait fait, alors là c'était plus un plan, et donc en fait sur le plan il dessinait des zones, et il avait affecté chaque zone à un mot-clé, et du coup en fait il avait fait sa propre carte géographique. Ah oui. Et là sur un plan d'architecte, découpage, ok. voilà, sur un plan d'architecte, il avait mis un visuel où comme ça il disait bah tiens dans la salle de bain je mets je sais pas, c'était peut-être des mètres carrés de lino, tu vois, un truc comme ça. Mais il avait fait son propre truc, donc là ça avait demandé un peu plus de travail. Mais il y en a un, il me semble qu'on peut faire. Donc voilà, après voilà, il y a beaucoup de choses, il faut essayer. Et, enfin, tu vois, je vois dans toutes les, il y a beaucoup à chaque fois d'options. Donc faut pas hésiter aussi parfois à regarder sur internet. Il y a une belle grosse communauté. Il y a beaucoup aussi de tutos sur internet, donc souvent plus en anglais. Mais voilà, il y en a qui sont spécialisés en design Power BI, d'autres qui vont être plus spécialisés en DAX. Là, dans la partie, c'est vrai que je vous ai pas montré, mais pour la partie transformation des données, c'est vrai, on pourra finir là-dessus, pour parler justement de cette traçabilité. C'est qu'ici, sur toutes les écritures, on voit sur cette partie à droite, elle est là la partie traçabilité. On voit tout ce que j'ai fait sur les écritures que j'ai justement ingérées dans mon Power BI. Donc là, bon, c'est le temps qui charge, mais voilà, on voit que j'ai fait des modifs. Et donc, c'est comme ça qu'on peut remonter les modifications une à une. Et il y a même tout qui est écrit dans l'éditeur avancé. Donc ça, je le présente aussi dans la formation là qu'on vous enverra. Ici, donc ça, c'est pas du DAX, c'est du M. Donc c'est le deuxième langage qu'on utilise. Alors là, c'est pas vraiment Power BI, c'est Power Query, mais c'est le langage en fait qui traduit de nos modifications qu'on peut faire à la mano. Donc vous n'êtes pas obligé de coder ça. En fait, vous allez faire des modifs type je filtre, je prends cette colonne-là, je rajoute, je la multiplie par 4. Et après, Power BI s'occupe de le traduire en M. Mais voilà, s'il y a des courageux qui veulent s'y mettre, vous pouvez aussi faire écrire directement du M. Donc c'est possible. Ça permet aussi parfois d'aller un peu plus loin dans les transformations ou d'aller un peu plus vite. Mais je donne un exemple justement dans la formation de 2 heures qu'on vous donne. Voilà Frédéric, je pense que j'ai fait un bon tour. Merci Lucas, bon tour d'horizon. Merci beaucoup, c'était très clair, beaucoup de pédagogie. Est-ce que, Mathieu te remercie. Ouais. Tu avais déjà dit que tu avais fait un commentaire très intéressant sur la version de dev tout à l'heure associée à Power BI. De toute façon, il ne faut pas hésiter, on enverra, je pense, dans le mail aussi, si vous avez des questions, un lien pour prendre un rendez-vous avec nous, là, si vous avez des questions. Nous, voilà, on pourra parler de vos projets justement sur la partie BI sans souci. Ok, super. Oui, de toute façon, vous allez recevoir donc le replay et derrière, on va vous envoyer pour ceux qui ont participé donc la formation qu'a préparé Lucas pour vous avec le modèle de données, je crois, juste pour pouvoir vraiment manipuler. Bien sûr. L'Excel. Voilà, et donc n'hésitez pas à contacter Lucas, ses équipes ou les équipes Quincy. Merci beaucoup pour votre participation. On respecte le timing comme d'habitude, il est 9h59, c'est parfait, on est même en avance. Ouais, on avait dit l'heure et tout, je sais que en plus voilà, faut pas non plus rester trop longtemps ensemble. Tout le monde a du boulot, j'imagine. Merci beaucoup, excellente journée. Merci encore Lucas. Merci, au revoir, bonne journée. Au revoir.